Chers auditeurs, il n'y a peut-être pas de douleur plus grande pour une femme que d'être trahie par son propre mari et toute sa famille. Ceux pour qui j'ai tout sacrifié m'ont jeté sans pitié comme un objet ayant perdu sa valeur. Dès que j'ai quitté le tribunal, où j'ai accepté en larmes de partir les mains vides, ma belle-sœur m'a arrêté juste à la porte de notre maison et m'a crié au visage, « Tu n'as pas le droit de mettre les pieds dans ma maison. Va-t'en. » Mon mari et ma belle-mère, debout derrière elle, souriaient joyeusement. Mais ils ne savaient pas qu'à ce moment-là, c'est moi qui aurais le mot de la fin. Les roues de la Mercedes glissaient doucement sur l'asphalte propre du lotissement exclusif d'Alaban, si silencieusement qu'il n'y avait presque aucun bruissement. Mais à l'intérieur de ma poitrine, une tempête faisant rage détruisait tout. Assise sur le siège passager, j'ai tourné mon visage vers la fenêtre où les bougainvilliers colorés brillaient sous le soleil doré de l'après-midi à Manille. Tout était si beau, si calme. Mais pourquoi mon cœur était-il si brisé? À côté de moi, Javier, l'homme qui jusqu'à récemment était mon mari légal, fredonnait une chanson. Il était heureux à un bonheur éhonté construit sur ma destruction. Il venait de gagner une grande partie d'échecs. Il avait acquis tous les biens qu'il considérait comme les siens et, en même temps, j'avais été écarté de sa vie. La femme de province qui était obéissante et indigne de son statut de PDG pensait à un avenir radieux avec sa jeune et belle maîtresse, qui portait dans son ventre l'héritier de son sang avec sa propre carrière en plein essor. Il n'avait aucune idée que tout ce qu'il possédait, tout ce dont il rêvait, était sur le point de disparaître en quelques minutes seulement. La voiture s'est arrêtée devant le portail d'une maison moderne de 3 étages, la maison où j'avais versé tout mon cœur et tout mon talent d'investisseuse financière. Chaque recoin avait été soigné jusqu'à ce qu'un terrain vide devienne un chef-d'œuvre. Cet endroit était devenu mon foyer, ma fierté, le nid que j'avais construit avec tout mon amour et mes sacrifices. Mais maintenant, sous mes yeux, ce n'était qu'une grande scène pour le dernier épisode de cette comédie. Javier est sorti de la voiture sans aucune courtoisie pour m'ouvrir la porte comme il le faisait autrefois. Il s'est dirigé droit vers l'entrée avec arrogance, comme un véritable seigneur retournant dans son royaume. J'ai pris une grande inspiration, essayant de réprimer l'amertume qui bloquait ma vue. « Sois forte, Isabella », me suis-je dit. Le spectacle est presque terminé. Tu ne peux pas céder maintenant. J'ai ouvert la porte, saisi mon petit sac et je l'ai suivi en silence. Mais juste au moment où je suis arrivé à la porte, quelqu'un s'est précipité sur moi, les bras tendus pour bloquer le passage comme une poule protégeant son territoire. Sophia, ma chère belle-sœur. Elle portait une robe moulante coûteuse, était parfaitement maquillée et croisait les bras. Elle me regardait avec la fierté d'un vainqueur regardant un pauvre perdant. « Où vas-tu, ex-belle-sœur » Sa voix perçante et méprisante résonna dans la cour silencieuse. « Es-tu sourde, ou n'as-tu pas entendu ce qu'a dit le juge? Tu ne fais plus partie de cette famille. Tu n'as pas le droit de mettre les pieds dans ma maison. » Ta maison? J'ai souri ironiquement. C'était une question rhétorique pleine de sarcasme. « Oui, ma maison, répondit-elle avec arrogance. Elle leva le menton. « Et celle de toute ma famille. Cet endroit n'accepte pas les parasites inutiles comme toi. Prends tes affaires et disparais de ma vue. » Elle montra du doigt un coin du jardin où se trouvait ma valise, la valise qui contenait mes années de mariage. Elle avait simplement été jetée là. La serrure était brisée, et mes vêtements, mes livres et quelques souvenirs étaient éparpillés sur la pelouse verte. C'était une honte indescriptible. À ce moment-là, ma belle-mère, Pilar, et Javier sortirent de la maison. Ils ne firent aucun geste pour intervenir, ils restèrent simplement là, les bras croisés, ricanant de plaisir comme s'ils regardaient une pièce de théâtre jouée par leur propre enfant. Ils voulaient me voir ruinée et implorante. « Elle avait raison, Isabella » dit Pilar d'une voix douce mais venimeuse. « Il y a des gendres et il y a des belles-filles, et tu ne corresponds plus au niveau de notre famille. Tiens, prends ce peu d'argent. » Elle sortit de son sac en peau de crocodile une liasse de billets pas très épaisse et la jeta par terre juste devant moi. « Considère cela comme un dernier acte de charité. Prends l'argent et va-t'en. Ne gâche pas la nouvelle vie de mon fils. » Javier répondit également, me regardant sans trace de remords, seulement avec la froideur cruelle de quelqu'un qui a atteint son but. « C'est fini, Isabella. Ne t'y accroche plus. Tu ne feras que t'embarrasser davantage. Tu n'as pas ta place ici. Accepte-le. » 7 ans. 7 ans a joué le rôle d'une épouse fidèle et d'une belle-fille exemplaire. 7 ans a laissé toute sa famille passer d'une vie simple au luxe,
vivant dans cette maison, conduisant des voitures chères, portant des vêtements de créateur et voici ce que j'ai reçu en retour, l'abandon et quelques billets jetés par terre comme si j'étais une mendiante. Mon sang n'a fait qu'un tour, mais j'ai soudain éclaté de rire, un rire faible, mais dans cette atmosphère tendue, il a retenti clairement et avec défi. C'était un son qui était complètement hors du scénario qu'ils avaient préparé. Mon rire les a arrêtés tous les trois. Leurs visages triomphants ont été remplacés par une surprise étrange. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» demanda Ravière en fronçant les sourcils. « Es-tu folle ?» Je ne lui ai pas répondu. J'ai lentement essuyé les larmes qui menaçaient de tomber. J'ai relevé la tête et les ai fixées dans les yeux l'un après l'autre. Mon regard n'était plus rempli de douleur ou de peur, il était froid, aiguisé et plein d'une profonde pitié. J'ai regardé Sophia, l'arrogante belle-sœur. « Ta maison ? Tu en es sûre alors ?» dis-je d'une voix étrangement calme, mais les mots tombèrent comme des marteaux. « Tu es une imbécile, Sophia. J'ai vendu cette maison. »« Quoi ? Quoi ?» bégaya Sophia. Le sourire se figea sur ses lèvres. « Tu mens ? De quel droit vends-tu la maison de mon frère ?» Ravière rit un rire forcé comme s'il avait entendu la blague la plus drôle du monde. « Qui es-tu pour me menacer ? Quel pouvoir as-tu dans l'entreprise ? Tu sais que Sophia est la directrice marketing et mon bras droit. Tu n'es qu'une épouse gâtée. » Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai levé la main pour lui couper la parole. « Directrice marketing ?» J'ai souri. « Eh bien, j'ai d'autres mauvaises nouvelles pour toi concernant ton poste. J'ai également signé ton licenciement ce matin. » Cette fois, non seulement Sophia mais aussi Ravière et Pilar furent stupéfaits. Ils me regardaient comme si j'étais folle, comme si je délirais. « De quoi parles-tu » cria Ravière. « Sur quelle base licencies-tu ma sœur ?» J'ai esquissé un sourire mystérieux. « Tu demandes quelle autorité ? D'accord. » J'ai calmement sorti le téléphone de mon sac, cherché dans mes contacts et je me suis arrêté sur le nom assistant Sergio. J'ai appuyé sur l'appel et activé le haut-parleur. « Oui, présidente. Avez-vous des instructions pour moi ?» Une voix d'homme d'âge mûr, extrêmement polie, se fit entendre à l'autre bout du fil. « Présidente ?» Les trois se regardèrent à nouveau, confus. Un mauvais pressentiment et une confusion totale commença à envahir leur esprit. Je les ai ignorés et j'ai continué à donner des ordres. Ma voix n'était plus celle d'une ménagère mais celle d'un chef suprême qui détient le pouvoir de vie et de mort. « Sergio, j'ai besoin que tu t'occupes de deux choses immédiatement. Premièrement, la maison de la rue Nara, numéro 12. Je l'ai vendue à Monsieur Kou la semaine dernière. Le contrat est déjà chez le notaire. Veuillez appeler son avocat et lui dire d'envoyer son personnel pour commencer le transfert de la propriété immédiatement. » Quoi ? As-tu vraiment vendu la maison ? Crièrent-ils tous les trois en même temps, sous le choc. Tu mens. Tu ne peux pas faire ça. J'ai raccroché et me suis tourné pour regarder leurs trois visages, pâles comme des cadavres, encore pétrifiés par un choc d'incrédulité. J'accepte le divorce, dis-je avec un sourire glacé sur les lèvres. Mais vous devriez peut-être vous préparer à quitter cette maison et cette entreprise rapidement, n'est-ce pas ? Le rideau est tombé, et votre cauchemar ne fait que commencer. Si vous voulez savoir qui est vraiment Isabella, pourquoi elle détient un tel pouvoir, et quel sera le sort de la famille de son mari traître après ce verdict cruel, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parties de cette histoire passionnante. Votre soutien est notre plus grande motivation pour continuer à livrer des histoires de vie significatives. Un salut, et à la prochaine. La vaste cour de la maison était enveloppée d'un silence écœurant, seulement brisé par le murmure du vent dans les feuilles des arbres. Les trois personnes qui étaient toutes à leur pleine d'arrogance restaient maintenant immobiles comme des statues de pierre. Leurs visages passèrent de la stupéfaction et de la confusion à une peur totale. Le titre de présidente et les ordres de licenciement émis par les autorités portèrent un coup fatal qui brisa leurs espoirs et leurs rêves. Ils ne me regardaient plus avec le mépris d'un supérieur, mais avec une suspicion folle, une peur vague d'une force qu'ils ne pouvaient comprendre. « Que as-tu dit » Ravière fut le premier à bégayer. Sa voix tremblait, perdant tout l'aplomb d'un PDG. « Qui as-tu appelé présidente ? Quel genre de comédie joues-tu, Isabella ?» Il prononça mon vrai nom, un nom qu'il n'avait pas mentionné depuis longtemps. Peut-être que dans sa panique,
Il l'a accidentellement mentionné dans une tentative de dernière chance pour s'accrocher à quelque chose de familier. Comédie? Le mot me fit rire amèrement. J'ai simplement pris mon sac. Je suis passé à côté d'eux et suis entré dans la maison. À partir de ce moment, cette maison était vraiment la mienne. Je suis allé vers le canapé où j'avais autrefois enduré leurs insultes et je me suis assise calmement. J'ai croisé les jambes, je me suis adossé et j'ai agi comme une véritable propriétaire attendant de s'occuper des intrus. Je les regardais tous les trois alors qu'ils se tenaient toujours pantois devant la porte, et une profonde tristesse m'envahit. J'ai aimé un jour, j'ai cru un jour, j'ai rêvé de toutes mes forces d'une famille entière, pour finalement faire face à cette vérité cruelle et douloureuse. Les souvenirs des années passées me sont revenus pas les plus doux, mais les décisions qui m'ont mené jusqu'ici. Je ne suis pas la femme pauvre et timide qu'ils pensaient que j'étais. Je suis Isabela Reyes, l'enfant unique et l'héritière de l'un des magnats des affaires les plus légendaires des Philippines. Mon père, avant de mourir, ne m'a pas seulement laissé une immense fortune, mais aussi un esprit brillant pour voir la vérité derrière les chiffres, les conspirations et le cœur des gens. Mais cette richesse et ce talent sont devenus un fardeau. Depuis l'enfance, j'ai toujours été entouré de prétendants et des hommes élégants et talentueux. Mais dans leurs yeux, je ne pouvais voir qu'une chose, l'avidité. Ce n'est pas moi qu'ils voulaient, c'est l'empire derrière moi. J'en ai assez de vivre dans le monde de l'alta sociedad qui est plein d'hypocrisie et de calcul. J'aspirais à quelque chose de simple, un amour né de l'union de deux âmes. Un homme qui m'aimerait pour ce que je suis, même si je ne suis pas un géant dans le monde des affaires. Et là, j'ai pris une décision que beaucoup considéraient comme folle. J'ai décidé de cacher mon identité. J'ai créé un nouveau personnage, Ana Santos, une femme issue d'une famille ordinaire, diplômée d'une université d'économie correcte mais pas d'une école d'élite, travaillant comme employée de bureau dans une petite entreprise. Je voulais essayer. Je voulais voir si, quand je ne suis plus Isabela Reyes, quand je ne suis qu'une femme ordinaire avec assez d'argent pour vivre, je serais capable de trouver le véritable amour. J'ai rencontré Javier lors d'un séminaire sur l'économie. Il était alors directeur des ventes dans une entreprise de taille moyenne. Il était beau, éloquent et dégageait une confiance et une ambition contagieuse. Il remarqua les questions pointues que j'avais posées à l'un des intervenants. Il trouva un moyen de se présenter et nous commençâmes à discuter. Il ne m'a pas demandé où je travaillais ou de quel genre de famille je venais. Il parlait simplement de ses ambitions et de ses rêves. Il disait qu'il voulait construire sa propre carrière et prouver sa valeur au monde. Il disait qu'il détestait les gens qui dépendent de leur famille. Il jouait parfaitement le rôle d'un homme ayant ses propres convictions, travailleur et sans intérêt matériel. J'ai été attiré par cette image. Je pensais que c'était l'homme que je cherchais, quelqu'un avec des aspirations similaires qui n'aurait pas peur d'une femme intelligente et forte. Notre amour s'est épanoui à partir de l'admiration et de la compréhension. Je l'aimais sincèrement et sans calcul. J'ai décidé d'être avec lui. Nous construirions son propre empire, et je le soutiendrais dans l'ombre. Mais peut-être me suis-je trompé dès le début. Peut-être que l'amour que je pensais être réel n'était qu'une partie d'une pièce plus grande ou une pièce qu'il a lui-même mise en scène dès le premier moment où il m'a rencontré. Savait-il qui j'étais dès le début? Après une période de cours intense, j'ai décidé d'épouser Javier. Je croyais qu'il était la pièce manquante, le compagnon de vie qui serait avec moi jusqu'à la fin. J'étais loin de me douter que cette décision était la première étape vers un piège tendu de manière très rusée. Avant le mariage, j'ai fait quelque chose qu'à l'époque je considérais comme un test d'amour et de confiance totale. Je voulais aider Javier à réaliser son rêve de posséder sa propre entreprise. Je lui ai dit que j'avais quelques économies, un héritage de mes parents et que je voulais investir. Javier a refusé. Non, je ne peux pas accepter ton argent. Je suis un homme. Je dois me tenir sur mes deux pieds. Il jouait parfaitement son rôle d'homme d'honneur. Mais moi, aveuglé par l'amour, j'étais encore plus impressionné et je voulais l'aider. J'ai dû insister. Je lui ai dit que ce n'était pas un cadeau, mais un investissement dans son talent en lequel j'avais confiance. Nous sommes sur le point de devenir mari et femme. Ton succès est aussi le mien. Finalement, après plusieurs refus, il accepta à contre-cœur. C'est ainsi qu'est née Creative Dynamics Incorporated, une société de marketing et de communication dans le domaine où Javier est le plus fort. Je n'avais aucun rôle officiel, je n'apparaissais pas. J'étais une investisseuse silencieuse. J'ai fourni tout le capital,
des frais de construction et de location de bureaux au salaire des premiers mois. Mais dans les documents, le seul fondateur et propriétaire était Javier Mercado. Je lui ai donné un royaume de mes propres mains. Après notre mariage, je ne me suis pas arrêté là. J'ai décidé de rester en retrait dans le rôle de femme au foyer pour soutenir pleinement la carrière de mon mari. Mais mon soutien ne se limitait pas à des repas chauds et des paroles d'encouragement. J'ai utilisé mes armes les plus puissantes, l'esprit d'un génie de la finance et un vaste réseau de relations hérité de mon père. Je suis devenu la stratège de l'ombre, la véritable PDG de Creative Dynamics. Pour chaque stratégie commerciale, chaque plan marketing de Javier, je fournissais conseils et direction. Il était l'exécuteur, celui qui présentait les idées aux partenaires, mais c'est moi qui traçais tout le chemin. J'ai utilisé mes fonds d'investissement comme sociétés écrans que personne ne savait m'appartenir pour créer des opportunités pour son entreprise. J'ai suggéré aux grands partenaires de mon réseau de donner la priorité aux contrats avec l'entreprise de mon mari. Des millions de contrats, des projets d'envergure l'un après l'autre tombaient entre les mains de Creative Dynamics. L'entreprise de Javier est passée d'une petite start-up à l'une des plus prestigieuses du secteur en quelques années seulement. Javier est passé d'un simple directeur des ventes à un jeune PDG talentueux, à un modèle de réussite que tout le monde admirait. L'éclat de la victoire l'aveugla complètement. Il commença à croire que tout ce qu'il avait accompli était le résultat de son propre talent extraordinaire. Il oublia qui avait créé pour lui les opportunités tombées du ciel. Il oublia qu'il restait éveillé toute la nuit pour concevoir les stratégies qui lui apportaient le succès. Il considérait mon sacrifice comme quelque chose de naturel. Il m'a transformé de compagne et partenaire en une ombre vague derrière lui. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'étais très heureuse, j'étais très fière du succès de mon mari. Je pensais que son succès était mon bonheur. J'étais loin de me douter que le monstre de l'ambition que j'avais nourri moi-même avait des ailes pour voler et commençait à me regarder avec des yeux différents, les yeux de quelqu'un qui veut tout posséder. Et non seulement lui, mais toute sa famille, que j'ai accueillie de tout mon cœur, commença à aiguiser ses griffes. Il devint une plaie de parasites avides prêts à sucer jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Lorsque l'empire que j'avais secrètement construit pour Javier commença à se renforcer, j'ai décidé de faire venir toute sa famille de leur province à la ville. Il m'a dit qu'il voulait rembourser ses parents en s'assurant que sa mère et sa sœur méritaient une vie meilleure. En tant que bonne épouse, bien sûr, je ne m'y suis pas opposé. Au contraire, je l'ai soutenu de tout cœur. En utilisant mon propre argent, je leur ai acheté un appartement coûteux près de notre maison et je l'ai entièrement meublé. Ils avaient l'assurance de ne manquer de rien. Je pensais que c'était la bonne chose à faire pour réunir la famille afin que Javier puisse travailler l'esprit tranquille. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce que j'accueillais n'était pas des êtres chers, mais une plaie de parasites dans ma propre maison. Au début, ils étaient très reconnaissants. Pilar, ma belle-mère, venait à la maison tous les jours avec des cadeaux de sa province. La gratitude n'en finissait plus. Oh Isabella, merci. La vie de toute la famille a changé. Je ne sais comment te remercier. Sofia, ma belle-sœur, était aussi très proche de moi. On m'appelait toujours belle-sœur avec douceur. Mais ce masque de gratitude ne dura pas longtemps. À mesure qu'ils s'habituaient à une vie luxueuse où ils avaient tout, leur nature avide et égoïste commença à émerger sans hésitation. Ils ne considéraient plus mes actes comme une aide, mais comme une obligation. Ils partaient du principe que ma richesse était aussi la leur. Pilar commença à demander des choses absurdes. Isabella, ton sac de créateur est magnifique. Achète-m'en un comme ça aussi. Après tout, je suis la mère du PDG. Je dois avoir une présentation correcte. Ton collier de perles est beau, mais il ne va pas avec mon teint. Achète-m'en un avec des diamants. Sofia était encore pire. Elle me traitait comme un distributeur automatique de billets vivants. Prête-moi ta carte de crédit. Mes amis et moi allons faire du shopping. Isabella, tu ne vas pas utiliser ta voiture aujourd'hui? Laisse-moi l'emprunter, je vais chercher mon petit ami. Ma voiture est trop vieille. C'est embarrassant. Ils demandaient avec un naturel surprenant, comme si c'était leur droit. Si je refusais, ils se mettaient immédiatement en colère et sous-entendaient que j'étais avare parce que j'étais riche mais sans classe, et que je méprisais la famille de mon mari. Mais me soutirer de l'argent n'était pas le pire. Ce qui m'a fait le plus de mal, c'est l'attaque psychologique. À mesure que la position de Javier s'affermissait,
ils commencèrent à sentir que moi, la propriétaire de la maison, j'étais une note inappropriée, une tache sur leur famille prestigieuse. Ils commencèrent ouvertement à me rabaisser et à essayer de me dénigrer. Isabella, dit Pilar lors d'un dîner de famille, tu devrais t'inscrire à des cours de protocole ou de danse de salon. Si tu restais toujours à la maison, les gens diraient que mon fils a épousé une fille de province qui ne sait pas socialiser. Tu as raison, ajouta Sophia. Tous mes amis demandent pourquoi la femme du PDG de Creative Dynamics s'habille si simplement. Tu dois prendre soin de toi, apprendre à t'habiller et à te maquiller pour être digne de mon frère. Et Javier, le mari que j'aimais tant, ne dit pas un seul mot pour me défendre. Son silence était un accord. Il s'est même joint à elle, chérie, ma mère et ma sœur ont raison. Tu devrais changer un peu. Je veux aussi être fier de mon épouse quand nous sortons. Il avait oublié qui lui avait donné ce statut. Il avait oublié que sans moi, il serait encore un simple directeur des ventes. Ensemble, ils ont fait de moi une étrangère, une intruse dans le monde que j'avais moi-même créé. Ils profitaient de mon argent tout en piétinant mon humanité. Ils étaient une plaie de parasites qui non seulement suçaient le sang, mais injectaient aussi du poison à l'autre qui les nourrissait. J'ai tellement souffert, j'étais tellement déçu. Il y avait des moments où je voulais tout révéler. Ils sont tous dans ma vie, mais je ne pouvais rien faire à cause de l'amour pour Javier. Même s'il était blessé, il était toujours là, et j'avais encore un peu d'espoir, l'espoir qu'un jour il réalise son erreur et voit qu'il aimait vraiment et se sacrifiait pour lui. Je ne savais pas que mon espoir était une illusion car, alors que j'essayais de sauver un mariage pourri, il construisait un nouveau nid ailleurs. Alors que je faisais face seul à cette plaie de parasites dans ma propre maison, Javier, le mari que j'essayais encore de protéger, était occupé à construire un autre paradis. Un paradis construit sur mon argent et ses mensonges. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut l'événement qui brisa mes dernières illusions sur cet homme, qui survint un après-midi pluvieux à l'occasion de l'anniversaire de la mort de mon père. Comme chaque année, je conduisais seul vers notre ancienne maison de province où se trouve le mausolée familial pour apporter des fleurs à mes parents. J'avais prévenu Javier une semaine à l'avance, et il m'avait promis d'ajuster son emploi du temps pour venir avec moi. Mais au dernier moment, il m'a appelé pour me dire qu'il avait une réunion urgente avec des partenaires étrangers qu'il ne pouvait pas annuler. Sa voix au téléphone était pleine de regrets et d'excuses. Bien que ce fût un peu triste, je l'ai cru. Je conduisais seul sous la pluie, mais peut-être que le destin m'avait destiné à voir son vrai visage. Sur le chemin du retour, en attendant à un feu rouge à un grand carrefour, j'ai été témoin d'une scène inoubliable. L'Audi Q7 blanche de Javier était garée de l'autre côté de la rue juste devant une boutique de vêtements de luxe pour enfants et il n'était pas le seul à sortir de la voiture. Il ouvrit soigneusement la porte et fut rejoint par une jeune fille. Elle portait une robe de maternité ample, mais son ventre assez volumineux ne pouvait être caché. Il passa son bras autour de sa taille affectueusement, et ils entrèrent ensemble dans le magasin. Mon monde s'est effondré à ce carrefour. Le son des klaxons autour de moi semblait disparaître. Mes oreilles bourdonnaient. Mes yeux se remplirent de larmes. Réunion urgente, partenaires étrangers. Tout n'était qu'un mensonge éhonté. Il n'était pas en réunion, il achetait des choses pour son enfant à naître avec une autre femme. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, pétrifié, quand les coups de klaxon répétés derrière moi m'ont réveillé. J'étais la seule à ne pas avoir bougé. Mes mains tremblaient. J'ai ressenti un froid glacial. Je ne suis pas rentré à la maison. J'ai fait demi-tour et je les ai suivis. Je devais savoir qui était cette femme. Je devais savoir jusqu'où allait la tromperie. J'ai garé la voiture dans un coin retiré et j'ai observé en silence. 1 heure plus tard, ils sortirent chargés de sacs de courses. Ils ressemblaient à un couple heureux sur le point d'accueillir son premier enfant. Ils conduisaient, et je les suivis à nouveau. La voiture n'allait pas au bureau ni à notre maison, elle se dirigeait vers un complexe d'appartements de luxe à BGC. Il gara la voiture, et ils entrèrent tous deux dans un bâtiment élégant. Je ne les ai plus suivis. Je suis resté dans la voiture, regardant par la fenêtre les lumières des appartements, le cœur brisé. Il avait une autre maison, une autre famille, et moi, son épouse légale, j'étais devenu un figurant, une idiote qui ne savait pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi à la maison. J'ai réservé une chambre d'hôtel et je me suis assis seul dans le noir, essayant de recoller les morceaux de ma vie. J'ai pleuré. J'ai pleuré à cause de ma stupidité et de mon amour gâché, les 10 ans de ma jeunesse qui ont été piétinés sans pitié.
Le lendemain, je ne pleurais plus. La douleur fut remplacée par un froid glacial. J'ai appelé mon assistant, Sergio. Sergio, enquête sur une femme et une adresse. Je lui ai donné la plaque d'immatriculation et l'adresse de l'appartement. En quelques heures, j'ai eu les résultats. La femme s'appelait Elena. C'était la secrétaire personnelle que Javier avait embauchée il y a plus d'1 an, une femme jeune, belle et ambitieuse. L'appartement à BGC était loué par Javier pour elle, et le bébé qu'elle portait, selon ses vantardises auprès de ses amis, était l'enfant du PDG. Tout était clair. Non seulement il avait triché, mais ils allaient avoir un enfant. Il m'avait trahi d'une manière impardonnable. Mon amour, mes sacrifices et ma patience étaient devenus une blague terrible. J'ai compris qu'il était temps de mettre fin à la comédie de l'humilité. Je n'avais plus aucune raison de m'accrocher à un mariage mort. Mais je ne partirai pas à la légère. Je ne le laisserai pas, lui et sa famille, célébrer et être heureux aux dépens de ma souffrance. Si c'était l'enfer, nous sombrerions ensemble. Un nouveau plan de vengeance, plus cruel et certain, commença à se former dans mon esprit. La vérité sur le fils de Javier fut le coup de poignard final qui rompit tout lien sentimental restant, tout espoir ténu que j'avais. Je ne ressentais plus la douleur d'une épouse trahie, mais la fureur froide d'un adversaire dans une partie d'échecs, quelqu'un qui avait été trompé et qui était déterminé à renverser tout le plateau par tous les moyens. Je ne me battais plus seul. Je me suis rapproché de mon meilleur ami, mon seul allié fiable à ce moment-là, mon avocat personnel, Maître Arturo Robles. C'était un homme d'âge mûr qui avait travaillé pour mon père dès le début et qui connaissait mieux que quiconque les rouages de l'empire financier que je cachais. Je lui ai tout dit, mon identité cachée, le faux mariage, les preuves de l'infidélité et les manigances de la famille de Javier. Maître Arturo, après avoir écouté calmement, ne fut pas surpris. Il soupira simplement d'épuisement. Je te l'avais dit dès le début, Isabella. Le cœur humain est la chose la plus difficile à prévoir. Mais bon, à ce stade, les regrets sont inutiles. Maintenant, nous devons agir. Que allons-nous faire? Ai-je demandé d'une voix calme. Ils veulent ta richesse. Ils veulent te laisser à la rue sans laisser de traces, Maître Arturo sourit malicieusement. Nous allons leur donner ce qu'ils veulent, mais à notre manière. Et c'est ainsi que nous avons formulé un plan de contre-attaque, un piège juridique d'une sophistication exceptionnelle. Le plan s'appelait la reddition parfaite et consistait en 2 étapes axées sur les 2 plus gros actifs que la famille de Javier convoitait, la maison et l'entreprise, Creativeo Dynamics. Le premier piège concernait la maison. Le plan consistait à convaincre Javier de transférer la propriété à une nouvelle entité juridique, une société holding familiale, un instrument financier complexe que je savais qu'une personne aux connaissances limitées comme Javier ne comprendrait pas. Je suis rentré à la maison et j'ai joué la comédie à nouveau. J'ai parlé à Javier avec une profonde inquiétude. Chérie, j'entends dire ces derniers temps que l'économie va mal. Beaucoup d'entreprises perdent de l'argent et les dirigeants sont tenus responsables sur leur patrimoine personnel. Je suis inquiète. Ton entreprise grandit, mais les risques aussi. Si quelque chose de mal arrive, notre maison pourrait être touchée, le fruit de nos efforts. Mes paroles, qui étaient logiques et touchaient la corde sensible des peurs de quelqu'un qui ne jouait pas toujours loyalement en affaires, le troublèrent. Et que pourrions-nous faire? J'ai une idée, ai-je dit. Un ami avocat m'a suggéré de créer une société familiale. Nous transférerons la propriété de la maison à cette société, qui deviendra une entité juridique distincte et protégée par la loi. De cette façon, peu importe ce qui arrive à l'entreprise, personne ne pourra toucher à notre maison. Elle est en sécurité pour nos futurs enfants. Il fut complètement convaincu par l'idée de protéger sa richesse. Il ne savait pas que dans les statuts de la société rédigés par Maître Arturo, il y avait une clause cachée et spécifique, l'administrateur unique avec les pleins pouvoirs sur tous les actifs de la société et sa fondatrice, Isabella Reyes. Il signa joyeusement tous les papiers, me donnant le contrôle total sur son actif le plus précieux à son insu. Le deuxième piège se concentrait sur Creativeo Dynamics, portant le coup de grâce. J'ai dit à Javier, je te vois toujours fatigué, sans temps pour la famille. Et si tu transférais toutes les actions de l'entreprise à mon nom? Je m'occuperai de l'aspect juridique et administratif pour que tu puisses te concentrer sur la gestion. Puisque l'entreprise reste entre nous. Cette fois, il hésita. L'entreprise était sa création, son symbole de pouvoir. Mais je lui ai donné une raison indéniable.
Regarde, je suis une investisseuse financière. Si l'entreprise est à mon nom, grâce à ma réputation, il sera plus facile d'obtenir des capitaux et de travailler avec de gros partenaires. Et j'ai ajouté d'une voix compréhensive, en plus, je veux partager le fardeau avec toi. Je ne veux pas être juste une épouse dans ton ombre. L'avidité et l'arrogance l'emportèrent à nouveau. Il pensait que même si l'entreprise était à mon nom, il resterait le PDG détenant le pouvoir réel. Il n'hésita pas à signer le transfert de toutes les actions. Il ne savait pas qu'à cet instant, il était officiellement devenu un employé de sa propre femme. Le piège était parfaitement tendu. J'avais tout entre mes mains, sa richesse, de la maison à sa carrière. Légalement, il était un homme de moyens, mais il ne le savait pas. Il continuait à s'amuser, rêvant de sa nouvelle vie avec sa maîtresse. Il comptait les jours pour me jeter hors de la maison. Il ne savait pas que c'était lui qui partirait bientôt. Quand j'ai eu toutes les chaînes juridiques pour ligoter Ravière, j'ai su qu'il était temps de passer à la phase finale de mon plan. Mais je n'allais pas faire le premier pas. J'allais laisser son arrogance et son ignorance détruire la scène de ses propres mains. J'ai commencé à changer de comportement. Je n'étais plus l'épouse obéissante et patiente. J'ai commencé à montrer de la jalousie, à être contrôlante. Je l'appelais sans cesse pour savoir où il était et ce qu'il faisait. Je me plaignais qu'il rentre tard. Je montrais mon irritation lorsqu'il mentionnait sa secrétaire, Elena. J'ai joué le rôle d'une épouse au bord de la folie, une femme jalouse et fatiguée. Mon comportement était la raison parfaite que Ravière cherchait. Il n'avait plus besoin d'inventer des motifs de dispute, c'est moi qui les lui donnais. Nos disputes à la maison sont devenues plus fréquentes. Ma belle-mère et ma belle-sœur étaient, bien sûr, toujours de son côté. « Contrôle ton mari, mon fils », criait Pilar. Chaque jour, elle devient plus insupportable. En plus d'être une gloutonne qui ne connaît pas encore sa place. « Tu as raison, mon frère », ajoutait Sofia. Ma belle-sœur était comme un monstre. Si tu ne la remets pas à sa place, c'est elle qui commandera. Ensemble, ils ont créé une pression qui m'a enfermé dans le rôle d'une épouse terrible et irrécupérable. Et le jour que j'attendais depuis si longtemps arriva. Ravière lança une demande de divorce déjà signée. Il n'y avait aucune trace de faux remords, seulement une détermination cruelle. « Je ne te supporte plus, Isabella. Divorçons, dit-il d'une voix glaciale. Je suis tellement fatigué de ta jalousie et de ton contrôle. Ce mariage est un enfer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Comme il s'y attendait, je suis restée assise, laissant les larmes couler sur mes joues. J'ai joué le rôle d'une femme sous le choc, profondément blessée, mais acceptant finalement la vérité. « Es-tu sûr ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. « Sûr », répondit-il sans hésitation, puis il aborda le sujet principal des actifs. « Tu sais que je suis le seul à avoir bâti l'entreprise. Cette maison, les voitures, tout appartient à l'entreprise. Tu as vécu ici comme une reine pendant de nombreuses années. Ça suffit. Je ne te laisserai pas tomber, je te donnerai de l'argent en compensation pour ta jeunesse. Nous irons au tribunal et nous réglerons tout rapidement. » Je n'ai pas discuté. J'ai acquiescé, à la stupéfaction de toute sa famille. Ils ne pouvaient pas croire que je me laisserais partir les mains vides aussi facilement. Ils se préparaient à une longue bataille juridique, ma reddition ne fit qu'accroître leur arrogance. Ils étaient encore plus convaincus que j'étais une idiote et ignorante de la loi. Le jour du procès, j'ai joué mon dernier rôle à la perfection. Je portais des vêtements simples. J'avais l'air fatigué et mes yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Je me suis assise à la place de la défense, tremblante et pitoyable. De l'autre côté, Ravière, Sofia et Pilar étaient vêtus de leurs plus beaux habits. Leur visage ne pouvait cacher leur victoire. Ils n'étaient pas à une audience de divorce mais à une cérémonie de couronnement. Au tribunal, l'avocat de Ravière présenta bien ses arguments. Il présenta des preuves que Creativeo Dynamics était une propriété exclusive fondée par Ravière. Même avant le mariage, il prouva que la maison et les voitures appartenaient à l'entreprise. Il soutint que pendant notre mariage, j'étais la seule occupante qui n'avait pas contribué de manière significative à notre richesse commune. Par conséquent, je n'avais droit à rien. Je n'ai pas objecté. Maître Arturo, qui agissait comme mon avocat, présenta des arguments faibles et abandonna rapidement. J'ai pleuré. J'ai supplié le juge pour un peu de clémence,
un peu d'argent pour recommencer. Mais bien sûr, face aux preuves irréfutables de l'autre partie, mes supplications furent inutiles. Le procès se termina par un verdict très favorable à Ravière. Il a tout obtenu. Je suis parti les mains vides. Au moment où le marteau du juge a frappé, j'ai vu les sourires victorieux sur les lèvres de Ravière, Sofia et Pilar. Ils me regardaient avec fierté, comme s'ils regardaient une pauvre perdante. Ils ne savaient pas que ce verdict même, cette arrogance même, était le dernier et le plus parfait piège que j'avais préparé, et ils y étaient entrés sans aucun soupçon. Le son du marteau du juge résonnait encore dans mon esprit à un son sec, mais pour la famille de Ravière, il était aussi doux qu'une symphonie de victoire. Ils ont quitté la salle d'audience aussi arrogants que des rois qui venaient de conquérir un royaume. Pilar et Sofia étaient de chaque côté de Ravière, riant et discutant joyeusement. Elles ne m'ont même pas jeté un regard, moi l'ex-femme et ex-belle-sœur, marchant seule derrière. Elles étaient trop occupées à planifier la célébration pour ce soir-là, parlant de la façon dont elles rénoveraient la maison et rêvant du futur radieux qui les attendait. Quand Ravière a officiellement ramené sa fiancée à la maison, ils étaient complètement noyés dans l'illusion d'une victoire totale. Ils ne savaient pas qu'au moment où ils avaient franchi les portes du tribunal, une tempête juridique et financière s'était déchaînée, une tempête qui a détruit toute leur joie et leurs rêves. Ma performance au tribunal était terminée, et la leur ne faisait que commencer. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai rien fait. Je me suis assise calmement, je me suis préparé une tasse de thé et j'ai attendu. Je savais que je n'aurais pas à attendre longtemps. Et ainsi, environ 1 heure s'est écoulée avant même que mon thé ne soit fini. Un cri perçant retentit de la chambre de Sofia au 2e étage. Ah! Qu'est-ce que c'était? Sofia sortit en courant de sa chambre. Son visage était aussi pâle qu'une feuille de papier. Son téléphone tremblait dans sa main. Elle dévala les escaliers en panique. Maman! Ravière! Qu'est-ce qui se passe? Pilar et Ravière étaient dans le salon en train de regarder joyeusement un défilé de mode. Ils furent surpris par le cri de Sofia. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as vu un fantôme. Se plaignit Pilar. Mon email, bégaya Sofia, incapable de parler correctement. Elle tendit le téléphone à son frère. Ravière fronça les sourcils en prenant le téléphone, et son visage changea de couleur. Sur l'écran se trouvait un email officiel du département des ressources humaines de la société mère, un conglomérat qu'il ne connaissait que comme le partenaire principal de Creativeo Dynamics. L'objet, écrit en rouge vif, disait « Décision de licenciement urgent ». Le contenu était court et glacial, sur la base des résultats d'une enquête interne, le conseil d'administration a décidé de mettre fin au contrat de travail de mademoiselle Sofia Mercado, directrice marketing, avec effet immédiat. Motif, incompétence, manquement aux exigences du poste et violation grave du code de conduite de l'entreprise affectant la réputation du groupe. Pilar est licenciée? Pourquoi? Qu'est-ce que Sofia a fait de mal? Ravière était confus et en colère aussi. Il ne comprenait pas comment la société mère pouvait prendre une décision de licencier un cadre de haut rang d'une filiale aussi soudainement et sans même le consulter. Je vais appeler pour clarifier cela. Il sortit son téléphone et appela le numéro du vice-président du groupe, qu'il appelait autrefois son frère. Le téléphone sonna longtemps, mais personne ne répondit. Il appela le directeur des ressources humaines. Cette fois, quelqu'un répondit mais seulement pour dire d'une voix froide et distante, « Monsieur Mercado, c'est une décision directe du président. Nous ne faisons que l'appliquer. Pour toute question, veuillez envoyer un email au bureau du conseil d'administration. » Le président, le mystérieux président que personne dans la filiale ne pouvait voir. Pourquoi prendrait-il une telle décision? Alors que la famille se noyait dans sa première crise de panique, un autre cauchemar frappa à leur porte. La sonnette retentit. La servante ouvrit, et ce qui entra n'était pas un invité ordinaire. Un homme en costume noir suivi de 2 autres hommes à l'allure professionnelle. « Bonjour, dit l'homme d'une voix polie mais sans émotion. Je suis maître Arturo Robles, représentant le nouveau propriétaire de cette maison. Je suis ici pour vous informer que, conformément à l'acte de vente notarié, vous avez 24 heures pour récupérer vos effets personnels et remettre la propriété à mon client. » Quoi? Vendre la maison? Pourquoi? S'écrièrent-ils tous les 3 sous le choc. Qui a vendu la maison? Cette maison est à nous, cria Pilar. Maître Robles posa simplement un dossier sur la table. Veuillez jeter un coup d'œil.
Voici une copie de l'acte de vente avec la signature du vendeur et d'Isabelle Arez, la signature de ma cliente, l'acheteur. Toutes les procédures légales sont complètes. Ravière saisit le dossier et l'ouvrit d'une main tremblante. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Son nom, sa signature et le sceau de la société familiale qu'il avait signé lui-même. Il avait été dupé. Il avait vendu sa propre maison sans le savoir. « Isabella, tu es un animal », cria-t-il en se tournant pour me chercher. Mais je n'y suis plus. Je suis monté discrètement au 2e étage. Depuis le balcon, j'ai observé la scène chaotique en bas et j'ai souri. La panique dans la maison avait atteint son paroxysme. La nouvelle de l'expulsion et du renvoi, arrivées en même temps, sont tombées comme 2 seaux d'eau glacée sur l'arrogance et les fantasmes de la famille de Ravière. Ils avaient complètement perdu leur sang-froid. « C'est incroyablement petit », a continué de crier Pilar, en pointant du doigt l'avocat Robles. « Vous êtes des escrocs. Vous avez conspiré avec la séductrice Isabella pour voler notre maison. Je vais vous poursuivre en justice. » L'avocat est resté de marbre. Il était habitué à de telles réactions. « Madame, si vous avez une plainte, vous pouvez aller au tribunal. Maintenant, s'il vous plaît, coopérez. Si d'ici 24 heures vous n'êtes pas parti, nous serons contraints de demander l'aide des autorités. » Ravière, après le choc initial, a retrouvé un peu de sens du calcul. Il savait que crier ne servait à rien. Il devait trouver le responsable de tout cela. Il a commencé à appeler les numéros les uns après les autres. Il a appelé les membres du conseil d'administration qu'il avait soudoyés avec des dîners et de grosses enveloppes, mais n'a obtenu que des sonneries interminables ou des réponses froides et évasives. « Désolé, j'étais en réunion. Je n'étais au courant de rien. » Personne ne voulait être impliqué avec lui. Il était devenu un navire en perdition, et les rats intelligents étaient les premiers à sauter. « Pourquoi ? Pourquoi ?» marmonnait-il pour lui-même en s'arrachant les cheveux. Il ne comprenait pas. Tout était sous son contrôle. Me perdre au tribunal ? Qui avait le pouvoir de tout bouleverser en un seul après-midi ? Qui pouvait soumettre tout le conseil d'administration ? Qui pouvait acheter une maison si rapidement et si discrètement ? Il a levé les yeux vers le balcon du 2e étage où je me tenais. Ses yeux étaient remplis de colère et d'une peur vague. Il commençait à réaliser que sa femme de la campagne n'était pas aussi simple qu'il l'avait pensé. À ce moment précis de tension extrême, une Rolls-Royce fantôme noire, dont le luxe semblait venir d'un autre monde, est entrée lentement par le portail et s'est arrêtée devant l'entrée principale. La porte s'est ouverte et un homme d'âge mûr, portant un costume Savile Row et des lunettes de soleil, en est sorti. Il était suivi de 2 gardes du corps grands et musclés. C'était Monsieur C., le nouveau propriétaire de la maison et l'un des plus proches associés de mon père. Il est passé devant la famille de Ravière comme s'il n'existait pas. Il a levé les yeux vers moi sur le balcon. Il a souri et a incliné légèrement la tête. Puis il s'est tourné vers son avocat. « Arturo, où en est le processus ? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux récupérer la maison maintenant pour que mes architectes puissent commencer à rénover cette porcherie. » Ces mots, même s'ils étaient calmes, étaient comme une gifle pour la famille de Ravière. Porcherie était le nom qu'ils donnaient à la maison dont ils étaient si fiers. « Monsieur C., les anciens propriétaires ne voulaient pas partir, » a répondu l'avocat. Le visage de Monsieur C. s'est froncé de contrariété. « Oh, c'est ça ? Que la sécurité s'en occupe. Faites-les sortir. Jetez leurs affaires dans la rue. J'enverrai juste un nettoyeur. L'ordre est sans discussion. » La sécurité du lotissement et les gardes du corps de Monsieur C. sont passés à l'action. « Messieurs, dames, s'il vous plaît, sortez si vous ne voulez pas que nous utilisions la force. Vous n'avez pas honte ? » a crié Pilar, essayant de se précipiter vers eux, mais une femme agent de sécurité l'a arrêté. Ravière et Sofia ne pouvaient rien faire. Ils ont été escortés hors de la maison de la manière la plus honteuse. Leurs affaires, des vêtements de marque au téléviseur à écran plat, ont été fourrés dans des poubelles noires par les nouveaux employés de Monsieur C. et jetés sans pitié dans la rue. Un véritable dépotoir. Tous les 3 sont restés sur le trottoir, dévastés, regardant comment leur maison était occupée et comment leurs biens étaient traités comme des déchets. Ils goûtaient au remède qu'ils voulaient me faire goûter. Mais le cauchemar n'était pas terminé. À ce moment-là, mon assistant Sergio est arrivé.
Il n'était pas seul. Son arrivée était imposante. Son costume noir sans un pli et son visage sans émotion étaient le signal que la pièce continuait. Il est descendu d'une Audi noire du groupe, ignorant le chaos dans la rue, et s'est dirigé droit vers moi, qui était déjà descendu du balcon, et s'est incliné respectueusement. « Présidente, tout a été accompli selon vos ordres. » Le mot « présidente » a résonné à nouveau, mais cette fois non pas comme un doute, mais comme une confirmation finale. Le coup de marteau qui a détruit le dernier espoir de la famille de Ravière. Ils ont tout entendu. Leurs visages sont passés de la stupéfaction à la peur totale dans une réalisation finale et douloureuse. Ils ont enfin compris que la femme provinciale qu'ils avaient piétinée était la mystérieuse présidente, la personne ayant un pouvoir absolu sur l'entreprise et leur carrière. Les 7 années de mariage avaient vu l'ascension rapide de Ravière vers la vie luxueuse de toute la famille. Tout était un cadeau, une bénédiction de la part de la personne qu'ils avaient tant méprisée. Et maintenant qu'ils avaient méprisé cette gentillesse, le cadeau leur était retiré sans pitié. Présidente, Ravière s'est approchée de moi en tremblant, la voix brisée. Il me regardait, plus d'arrogance ni de haine, juste une supplication et une peur profonde. Isabella, c'est toi? Oui, les yeux coupés d'une voix glaciale. Je suis Isabella Rez, l'actionnaire majoritaire et fondatrice du fonds d'investissement de l'ombre qui a financé ton entreprise. Donc tu comprends, je suis ton patron. La vérité, nue et brutale, l'a fait tomber à mes pieds sans aucune dignité. Isabella, je t'en supplie. Je sais que j'ai fait une erreur. Je suis une personne misérable, sans valeur. Pardonne-moi et ma famille. Dès maintenant, je ferai tout. Je la quitterai. Nous recommencerons. Il s'accrochait à ma jupe en pleurant. Pilar et Sofia ont couru s'agenouiller à côté de lui. Isabella, belle-fille, pardonne-moi. Je suis une vieille folle. Je suis désolé. Je suis une enfant, pardonne-moi. Leur jeu pitoyable ne changerait plus mon cœur de pierre. Vous pardonnez? J'ai ri, amer. Avez-vous pensé à ce mot quand vous me rabaissiez? Quand vous me jetiez hors de la maison? Quand vous conspiriez pour me voler? Il est trop tard. J'ai lentement retiré ma jambe. Sergio, me suis-je tourné vers mon assistant, tu t'occupes du reste. Sergio a hoché la tête et a fait signe à la sécurité. Ils se sont approchés et ont soulevé les trois. Messieurs, dames, a dit Sergio de manière professionnelle mais impitoyable, selon l'ordre de récupération des actifs de l'entreprise, vous devez remettre tous les biens de la société, y compris le véhicule utilisé par Monsieur Merado et toutes les cartes de crédit, téléphones et ordinateurs d'entreprise. La saisie finale a eu lieu au milieu de la rue. Ils ont pris le portefeuille coûteux de Ravière rempli de cartes platine. Ils lui ont ordonné d'enlever sa montre Rolex, le sac Hermès de Pilar et le téléphone Vertu de Sofia. Tous les symboles de richesse qu'ils avaient si fièrement exhibés ont été confisqués. Ils ont été dépouillés non seulement de leurs biens mais aussi de leur honneur. À la fin, ils n'avaient plus que les vêtements qu'ils portaient et un peu d'argent liquide. Ils ressemblaient à de vrais mendiants. Maintenant, veuillez quitter cet endroit, a dit Sergio comme un verdict final. Ils n'osaient plus parler. Ils sont partis, courbés, cédant mutuellement dans leur misère. Où sont-ils allés? Je ne sais pas et je m'en fiche. Leur vie à partir de ce moment n'avait plus rien à voir avec moi. Je les ai regardés s'éloigner avec leurs silhouettes tordues sans ressentir de satisfaction, seulement une profonde lassitude et un immense vide. Une bataille s'était terminée, une pièce de théâtre, le rideau était tombé, mais les blessures qu'ils laissaient mettraient longtemps à guérir. Après l'expulsion humiliante de la maison, le cauchemar de la famille de Ravière ne faisait que commencer. La saisie de leurs biens et de leurs postes n'était que la première étape, une punition matérielle et une punition pour leur honneur. Mais les dommages qu'ils avaient causés à l'entreprise avec les illégalités commises pendant tant d'années ne pouvaient rester impunis. Ce n'était plus une vendetta personnelle, c'était une question de justice. Je ne voulais pas seulement qu'ils goûtent à la perte, je voulais qu'ils fassent face au jugement impitoyable de la loi. Je voulais qu'ils comprennent qu'aucun crime ne reste caché pour toujours. J'ai immédiatement convoqué une réunion d'urgence avec mon équipe juridique et financière de confiance, dirigée par les avocats Arturo et Sergio. Dans la salle de conférence froide, j'ai donné mon ordre final dans cette guerre. Je veux un audit complet, ai-je ordonné d'une voix ferme et glaciale. Examinez tous les livres,
tous les projets de Creative Dynamics au cours des 3 dernières années depuis que Ravière est devenu PDG. Je veux savoir comment chaque centime a été dépensé. Une équipe des meilleurs experts financiers et auditeurs a travaillé jour et jour. Ce qu'ils ont découvert était pire que ce à quoi je m'attendais. Ravière et sa famille n'étaient pas seulement des parasites incompétents, ils étaient une organisation criminelle, une pieuvre qui étendait ses tentacules avides dans toute l'entreprise. Ils volaient systématiquement. Le rapport final de centaines de pages détaillait chaque fraude, chaque flux d'argent sale. J'étais dégoûté. Ravière, utilisant le pouvoir que je lui avais donné, avait créé un réseau de corruption. Il attribuait des contrats à des sociétés fictives de ses amis avec des prix 3 ou 4 fois supérieurs à la valeur réelle. La différence, bien sûr, lui revenait sous forme d'argent liquide, de voyages coûteux ou de voitures. Sophia, en tant que directrice marketing, approuvait des millions de budget pour des campagnes publicitaires inexistantes. Elle engageait des agences de communication créées par son propre petit ami pour détourner des fonds. Avec cet argent, il menait une vie luxueuse sur les réseaux sociaux pendant que les employés subissaient de bas salaires. Même Pilar, une ménagère inexpérimentée, utilisait son titre de mère du PDG pour forcer les départements à embaucher ses parents pour des services de traiteur ou de jardinage à des prix très élevés et avec une qualité très médiocre. Ils avaient transformé l'entreprise en un gâteau où chaque membre de la famille prenait une part. Le préjudice total s'élevait à près d'1 million, une somme qui aurait mis en faillite n'importe quelle entreprise sans le soutien de la société mère. Tenant le rapport, je ne ressentais plus de colère, seulement un profond mépris pour leur cupidité sans fin. Non seulement j'étais leur victime, mais aussi des centaines d'employés et d'actionnaires. Ils ne méritaient aucune pitié. Je n'ai pas réglé cela en privé. J'ai décidé de tout porter devant le public. J'ai convoqué une conférence de presse et publié les résultats de l'enquête. Je voulais les démasquer devant l'opinion publique, non par vengeance, mais pour rétablir la justice et envoyer un message à tous ceux qui prévoient de s'enrichir au détriment de la sueur des autres. Immédiatement, en tant qu'actionnaire principal et partie lésée, j'ai signé une plainte pénale contre toute la famille de Ravière pour détournement de fonds et escroquerie en bande organisée. Le bras de la loi à la dernière vis se resserrait sur eux. Échec et mat. Et cette fois, il n'y avait pas de pitié. Mon procès, soutenu par une armée d'avocats et des preuves irréfutables, a provoqué un séisme médiatique. L'affaire de corruption de Creative Dynamics, en raison de sa nature familiale et de la gravité de la fraude, a été traitée rapidement. Le procès est devenu une scène publique où toute la corruption d'une famille que l'on pensait intouchable a été exposée. J'ai décidé d'assister à toutes les sessions, non pas comme une victime, mais comme l'accusatrice. Je voulais qu'ils soient confrontés aux conséquences de leurs actes. Le jour du procès, la salle d'audience était bondée de journalistes. Je suis entré la tête haute, portant un costume blanc qui affichait le pouvoir. À l'intérieur, sur le banc des accusés, la famille de Ravière faisait pitié. Ils étaient vêtus d'uniformes de prisonniers, amaigris et avec de grandes cernes. Mes avocats ont présenté un dossier accablant. Chaque élément de preuve, des faux contrats et relevés bancaires prouvant les pots de vin aux enregistrements de leurs conversations, a anéanti toute tentative de défense. Le moment fort a été mon témoignage. Lorsque j'ai été interrogé par l'avocat de la défense dans le but de me provoquer pour voir s'il s'agissait d'une vendetta personnelle à cause du divorce, j'ai répondu calmement, « Maître, oui, j'ai été profondément blessé quand j'ai été trahi. Mais mes actions aujourd'hui ne visent pas à me venger, mais à rendre justice aux centaines d'employés qui ont été exploités, aux actionnaires qui ont été trompés, et surtout, à assainir l'environnement des affaires et prouver que personne n'est au-dessus de la loi. » Mes paroles ont suscité des applaudissements silencieux de la part des personnes présentes. Mon rôle avait complètement changé. Le procès a duré plusieurs jours, et la chute de la famille de Ravière a été totale. Ils ont dû admettre leur crime. Lorsque le juge a délibéré, toute la cour a retenu son souffle. Le coup de marteau du juge a été définitif et solennel, mettant fin à la farce de la famille de Ravière et à leur liberté. Le verdict a été impitoyable. Ravière, en tant que cerveau de tout cela, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour détournement de fonds. Il paierait de sa vie sa trahison et sa cupidité. Lorsqu'il a entendu le verdict, il est resté immobile, son regard était hébété. Sophia, en tant que complice, a reçu 11 ans de prison. Son avenir était détruit par la cupidité et l'envie. Alors qu'elle était emmenée, elle m'a regardé avec une colère brûlante.
Les autres membres de la famille et complices ont reçu des peines de 3 à 6 ans, aucun n'a échappé. Tous leurs avoirs illégaux ont été confisqués pour payer les dommages. Ils revenaient au point de départ les mains vides, avec un verdict derrière eux et une honte indélébile. Pilar, la seule qui n'était plus prisonnière, a subi une punition peut-être encore pire. Elle a vu toute sa famille emprisonnée. Elle a été jetée sur le sol du tribunal, pas de maison, pas d'argent, pas de famille. Elle devait vivre à la merci de parents éloignés, endurant le mépris de ceux qui l'encensaient autrefois. Javier, lorsqu'il a découvert qu'il était emprisonné à vie et sans un seul centime, a réalisé que ses alliés disparaissaient comme des vers s'enfuyant avec l'argent et les cadeaux qu'il avait donnés. La justice divine est tombée sur eux tous. Ils ont semé le vent et récolté une tempête qui a détruit leur argent, leur honneur, leur liberté et leur avenir. J'ai quitté le tribunal par un après-midi ensoleillé avec une paix étrange dans l'âme. Toutes les dettes avaient été payées. Je ne ressentais plus de colère ni de joie, mais un profond silence. Un chapitre turbulent de ma vie s'était enfin refermé. Je ne me suis pas permis de me complaire dans le succès. Au contraire, c'est devenu une plus grande responsabilité. Je suis retourné à l'entreprise. Creative Dynamics, ACENI, a été renommé Groupe Ray. Je n'ai pas cherché une croissance excessive, mais plutôt la création d'une entreprise avec une âme où le talent et l'intégrité étaient valorisés. J'ai commencé à m'impliquer dans des œuvres caritatives, notamment pour aider les femmes entrepreneurs dans des situations difficiles. Je voulais utiliser mon histoire et mes ressources pour qu'aucune femme n'ait à traverser une tragédie comme la mienne. Ma vie était bien remplie mais pleine de sens. Je n'avais plus besoin d'un homme sur qui m'appuyer, je suis devenu ma propre montagne. 5 ans ont passé depuis ce procès, assez de temps pour que les blessures guérissent et qu'une nouvelle vie s'épanouisse. Ma vie aujourd'hui est une toile aux couleurs vives, faite de paix, de succès et d'un bonheur qui vient de l'intérieur. Le groupe Ray est devenu un modèle d'entreprise durable axé sur la technologie verte, l'éducation et la santé. J'ai prouvé qu'il est possible de réussir sans sacrifier sa conscience. Je ne me cache plus. Je suis une femme d'affaires influente, mais j'utilise ma voix pour inspirer d'autres femmes. La fondation que j'ai créée est devenue un pilier pour des centaines d'entrepreneurs à travers le pays. J'avais arrêté de chercher l'amour, j'avais appris à m'aimer moi-même. Mais peut-être que quand on arrête de chercher, le bonheur est ce que l'on trouve. C'est lors d'un voyage d'affaires au Japon pour une conférence sur l'investissement durable que je l'ai rencontré. Son nom est Kanta. C'est un architecte japonais avec un sourire aimable et une âme profonde. Nous nous sommes rencontrés dans un jardin zen à Kyoto. Naturellement, nous avons parlé de la beauté d'une feuille d'érable, de culture, d'art et de philosophie. Il savait qui j'étais, mais pour lui, j'étais juste une autre femme philippine avec une âme semblable. L'amour est revenu, mais cette fois c'était un courant doux et calme qui a ravivé mon âme. Il aimait qui j'étais, avec mes cicatrices et mon passé. Quand je lui ai raconté mon histoire, il ne m'a pas jugé. Il a juste tenu ma main et a dit, « Tu es si forte. Je t'admire et je te respecte immensément. » À ses côtés, pour la première fois depuis des années, je peux arrêter d'être forte, je peux juste être moi-même. Il est mon refuge. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés à une cérémonie simple et chaleureuse dans un vieux temple à Kyoto. J'ai pleuré, mais c'était des larmes de bonheur et de gratitude. La vie m'a montré que lorsqu'une porte se ferme, une meilleure porte s'ouvre. Après la tempête, non seulement le soleil brille, mais la pluie aussi. La tempête est derrière moi. Le passé est une leçon précieuse sur la valeur de la liberté et de l'estime de soi. Mon présent et mon avenir sont l'homme merveilleux à mes côtés, les projets porteurs de sens que je dirige et la paix intérieure que j'ai trouvée. Nous avons une magnifique fille de sang philippin et japonais. Nous l'avons nommée Oshi, souhaitant que sa vie soit une aube tranquille. Il n'y a pas de tempête comme celle que j'ai connue. Je continue à diriger mon groupe, mais j'ai appris l'équilibre. La famille est désormais ma priorité, mon havre de paix. Parfois, alors que je regarde ma fille jouer dans le jardin dessiné par Kanta et que je sens son étreinte chaleureuse derrière moi, je suis reconnaissante envers la vie, même à travers les tempêtes passées. Parce que sans ces jours de pluie, je n'aurais jamais appris à apprécier la beauté d'une journée ensoleillée et tranquille comme aujourd'hui. Le vrai bonheur n'est pas une vie sans tempête, c'est d'avoir une main à tenir et un foyer où revenir après les avoir surmontés. Et moi, Isabella, j'ai eu la chance de le trouver un bonheur complet et total. Chers auditeurs, c'est ici qu'un autre voyage se termine.
Une histoire pleine d'émotions qui nous a mené du ressentiment à une joie douce. Le moment où Isabla a décroché son téléphone et dicté une décision de pouvoir nous a certainement procuré une grande satisfaction. Mais au-delà de la vengeance, que nous reste-t-il? Cette histoire nous fait réfléchir. En créant ce récit, ma plus grande préoccupation n'était pas de créer un rebondissement surprenant, mais plutôt de transmettre une leçon de vie profonde. La valeur d'une histoire réside dans sa capacité à éclairer et à guérir. La première leçon concerne la valeur personnelle et le danger de se perdre par amour. La tragédie d'Isabla a commencé lorsqu'elle s'est mise dans une position vulnérable. Elle a tant sacrifié, jouant si bien un rôle qu'il a failli l'engloutir. Le véritable amour ne vous demandera pas de renoncer à qui vous êtes. Un homme véritable n'aura pas peur du succès de sa partenaire, il en sera fier. Ne cherchez pas quelqu'un qui vous aimera pour vos faiblesses, mais pour votre intelligence et votre force. La deuxième leçon est de ne pas juger une personne sur son apparence extérieure. La famille de Ravière est un exemple de vide. Ils utilisaient le luxe pour cacher leur vide intérieur. Le véritable statut ne dépend pas des vêtements ou des voitures, mais du caractère, de l'intelligence et de la bonté. Apprenons à regarder au-delà des apparences extérieures. Et bien sûr, la leçon sur le pouvoir de l'intelligence et du silence, Isabla n'a pas crié face aux insultes. Elle a observé en silence puis a agi avec un coup décisif. Dans de nombreuses situations, le calme et une contre-attaque bien planifiée sont plus efficaces qu'une dispute animée. Enfin, le message le plus important est le sens du vrai bonheur. Finalement, Isabla l'a trouvé non pas dans la vengeance ou la richesse, mais dans une vie ayant un but en aidant les autres. Son bonheur ne dépend plus de personne d'autre qu'elle-même. La véritable victoire n'est pas de voir son ennemi puni, mais de trouver la paix et le bonheur après la tempête. Isabla n'a pas laissé la colère la consumer, elle a utilisé sa douleur pour devenir plus compatissante. C'est cela, la véritable renaissance. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. L'histoire d'Isabla est finie, mais ses leçons demeurent. Quel détail vous a le plus marqué? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Chaque opinion est importante pour nous et notre communauté. N'oubliez pas d'aimer si cette histoire a eu du sens pour vous. Partagez ceci avec vos proches et, bien sûr, abonnez-vous et activez les notifications pour que nous puissions continuer à partager plus d'histoires de vie. Salutations, et à la prochaine fois.